Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais consacrer la séance d'aujourd'hui, ce sera encore une fois à la question des métaphores conceptuelles, et je vais revenir sur les métaphores primaires. Je pense que ce sera la dernière. Je vais d'abord rappeler que le dernier point que nous avons traité est celui de la typologie chez Lakoff des métaphores, enfin Lakoff et Johnson, de la typologie des métaphores conceptuelles. Nous avons vu assez bien les deux premières catégories, métaphores structurelles, métaphores d'orientation. La semaine dernière, je vous ai parlé de la métaphore ontologique. La métaphore ontologique, donc, qui est une sorte de métaphore assez fondamentale, qui permet de comprendre les expériences non physiques en termes d'événements ou d'identité, de substances, enfin des choses physiques. Le non physique est conceptualisé en termes du physique. Alors, je ne vais pas y revenir. Bon, en gros, la chose quand même la plus importante, c'est la notion d'entité, le fait que des choses abstraites soient conçues comme des entités qu'on peut prendre, qui peuvent faire des choses, comme dévorer ici, qui peuvent être fragiles, etc., etc. Donc des entités qui, finalement, vont avoir toutes sortes de propriétés qu'on peut observer dans le cas d'entités physiques. La réflexion sur ces métaphores ontologiques conduisait assez naturellement Lakoff et Johnson à réfléchir sur le privilège de la dimension physique de l'expérience, dans la mesure où, en effet, puisqu'on conceptualise le non physique, donc mettons tout ce qui est social, culturel, émotionnel, etc., à partir du physique, l'idée assez naturelle serait que, au fond, l'expérience physique est une expérience primordiale pour l'être humain, et les autres expériences utilisent l'expérience physique pour exister. Bien. Alors, cette réflexion sur laquelle je ne reviens pas, mais je la résume très brièvement, conduisait à distinguer le plan de l'expérience, sur lequel il n'y a pas de privilège de l'expérience physique. Les expériences physiques sont des expériences parmi d'autres, comme les expériences émotionnelles, sociales, affectives, etc., toutes les expériences non physiques de l'être humain. Mais en revanche, du point de vue conceptuel, il y a bien une hiérarchie. Donc, nos expériences sont toutes sur le même plan. Ce que je vis du point de vue physique n'est pas, plus primordial que ce que je vis du point de vue émotionnel, par exemple. Mais en revanche, on observe que l'être humain conceptualise le non-physique en des termes du physique. Donc, vous voyez, c'est important de bien comprendre cette distinction. Pas de priorité du physique au plan de l'expérience, au plan phénoménologique, mais une priorité au plan conceptuel. Bon. Alors, évidemment, cette notion de priorité nous conduit assez naturellement à la notion de métaphore primaire, et j'avais commencé à vous expliquer le modèle développé par un chercheur qui a fait son PhD avec George Lakoff, et qui donc a développé ce qu'il appelle les métaphores primaires. La notion de métaphore primaire qui finalement recoupe et recroise d'une façon différente les métaphores d'orientation et les métaphores ontologiques. Alors, je rappelle brièvement le modèle. On a des événements de base. Alors, nous avions vu que cette notion d'événement de base, elle introduit une distinction entre des événements, disons dans la diversité des événements qui peuvent se produire pour un être humain. Il y a, dit-il, des événements qui sont significatifs et d'autres qui ne sont pas très significatifs. Bon, alors, par exemple, soulever un objet lourd et se rendre compte qu'il est lourd, pour lui, ça va être significatif. En revanche, plier les genoux, par exemple, c'est pas significatif. Bon, alors, évidemment, cette distinction, si on la fonde uniquement sur la notion d'événement, elle est peut-être un peu problématique. Mais enfin, elle est empirique, elle lui sert ensuite à isoler, disons, des événements. En fait, il a procédé à l'envers, c'est évident. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'abord réfléchi à qu'est-ce que c'est qu'un événement pour l'être humain, pour les classer en différentes sortes. Il a d'abord observé un peu des métaphores pour se rendre compte que les métaphores primaires qui l'intéressaient étaient fondées sur un certain type
d'expériences physiques, d'événements physiques, hein, d'événements de base, et pas sur d'autres. D'où cette distinction qu'il a introduite entre des événements qui ont une signification, hein, qui sont orientés par un but dans une relation particulière avec l'être humain, et qui ont donc dans son modèle une signification particulière, donc une importance particulière. Donc il y a un certain nombre d'événements, admettons, des événements plus significatifs que d'autres, et ce sont ces événements-là qui vont produire des métaphores primaires. Alors, évidemment, on pourrait renverser le raisonnement. On pourrait dire, si on observe qu'il y a un certain nombre de métaphores primaires dans une langue donnée, ça veut dire que cet événement qui correspond à la métaphore, qui est la source de la métaphore, en fait, est primaire dans la culture, hein, est un événement de base dans la culture. Il faudrait peut-être faire la chose dans le sens inverse. Mais vous allez voir, on va le faire un petit peu. Bon, à partir de ces événements, à côté de ces événements de base, on a des capacités, des structures, des processus cognitifs. Bon, et puis c'est la relation entre les deux qui va faire émerger ce qu'il appelle des primary scenes, c'est-à-dire du point de vue non plus d'un point de vue, si vous voulez, à la troisième personne comme les événements de base, mais cette fois-ci c'est l'événement tel qu'il est vécu par une personne donnée, donc c'est la dimension phénoménologique du basic event. Hein. Donc là, ici, il y a quelque chose qui est vécu par quelqu'un. Bon, donc, il y a par exemple, si je reprends l'exemple de quelqu'un qui soulève une pierre qui est lourde, bon, l'événement de base, c'est une personne X soulève une pierre qui est lourde, et puis la primary scene, c'est le fait qu'une personne ressent le fait que la pierre est lourde, etc. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Enfin, disons, c'est la différence entre la troisième personne, si vous voulez, et la première personne. Ensuite, il y a un lien conceptuel qui s'établit entre deux choses, entre le fait que, par exemple, pour porter la pierre, il y a le fait objectif qu'elle est lourde, et puis le fait que c'est pénible. Donc il y a une association qui se fait entre ce qui est lourd et ce qui est pénible. Parce qu'une pierre, si elle est lourde, elle est difficile à transporter, enfin, pénible, difficile, toutes ces notions. D'accord ? Donc il y a un lien qui s'établit comme ça, dans l'expérience, presque naturellement. Hein, vous voyez, donc pourquoi on parle souvent dans les théories spécifiques à certains domaines qui sont dérivés du point de vue des linguistiques cognitives, qu'on parle de morphologie naturelle, syntaxe naturelle, etc. Eh bien, c'est parce que on se fonde sur des suppositions, parce que ce sont des suppositions, elles ne sont pas vraiment des observations, des suppositions de connexion naturelle, hein, entre des événements mentaux. D'accord, hein, c'est-à-dire c'est l'événement mental, c'est quand même une sensation, le fait de sentir que quelque chose est lourd, c'est un événement physique, mais c'est aussi un événement mental. Bon, et le fait d'associer l'idée que c'est lourd avec l'idée que c'est difficile, c'est compliqué, etc., eh bien là c'est un autre événement mental, et les deux événements mentaux sont reliés. Bon. Je passe sur la deconflation, qui est un petit problème particulier, et puis on aboutit ainsi aux métaphores primaires. Alors, les métaphores primaires, donc, on en a vu quelques exemples dans cette citation que je reprends rapidement. Hein. Par exemple, la chaleur et la proximité correspondent à des degrés de réponse ou de connexion émotionnelle. Donc là aussi, il y a l'idée d'une sorte de motivation dans l'expérience. De l'idée que lorsque vous êtes près physiquement de quelqu'un, vous ressentez sa chaleur, et donc l'idée de chaleur est liée à l'idée d'affection, de proximité affective, etc. De la même manière que la pierre est lourde et ça renvoie à la notion de difficulté. Donc vous voyez la façon d'ancrer des propriétés linguistiques dans la vie humaine, dans sa plus grande banalité. Et à quoi ça s'oppose ce type d'approche ? Ça s'oppose à des approches qu'on pourrait dire arbitristes, au sens où on dirait, bon voilà, une culture code arbitrairement, la chaleur, l'opposition chaud-froid est codée sert de codage pour l'opposition entre proximité affective, distance affective, proximité émotionnelle, distance émotionnelle. Voilà, on code arbitrairement un concept avec un autre concept. Bon, non. Je veux dire, je ne sais pas s'il existe une théorie qui défend cela, ça m'étonnerait, hein, mais en tout cas, vous voyez bien que là, il y a quand même très profondément l'idée d'une recherche de motivation dans les langues et dans le langage.
Bien, les autres, bon, je passe sur d'autres exemples, de toute façon, on va en voir beaucoup. Les métaphores primaires, je l'ai dit aussi la dernière fois, sont classées en 4 catégories. Les relations atemporelles, donc ce sont surtout les relations spatiales, principalement. Les notions de quantité et de degré. Les relations temporelles. Et puis les actions. Les relations de type affectif et social, et puis tout ce qui relève de la pensée et de la conscience. Alors, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, nous allons examiner en détail, pour que vous voyez bien jusqu'où va l'analyse, jusque dans quel détail va l'analyse, nous allons juste examiner dans le détail la première catégorie, des relations atemporelles, et pour les 4 autres, je donnerai simplement quelques exemples. Alors, voyons donc en premier lieu ces relations dites atemporelles. Donc vous voyez, je n'ai pas répété à chaque fois dans la... je l'ai noté uniquement sur la première diapositive. Chaque petit paragraphe qui présente une métaphore dans cette annexe, c'est dans l'annexe de la thèse. Je l'ai mise en ligne, vous l'aurez vu sans doute sur le site, si vous voulez regarder cela plus en détail. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore d'idée de sujet en tête, un commentaire sur la thèse de Grady serait tout à fait possible. Donc chaque paragraphe qui présente une métaphore est structuré de la même façon. Il y a d'abord le titre de la métaphore, ensuite sa motivation, donc on parlait tout à l'heure de motivation, donc sur quoi elle est fondée cette métaphore, quel genre d'expérience, quel genre de primary scene, de scène primaire, si j'ose dire, est à la base de cette métaphore. Et puis ensuite il y a des exemples, des exemples, c'est-à-dire des illustrations de la métaphore, des réalisations linguistiques de cette métaphore conceptuelle. Quand on dit exemple de métaphore conceptuelle, c'est un peu, c'est un raccourci commode, mais il faut bien avoir en tête qu'un exemple de métaphore conceptuelle, c'est par exemple ça, les attributs sont des possessions, l'essentiel est interne, etc. Ça, ce sont des exemples de métaphore conceptuelle. Mais quand on donne une phrase qui s'interprète via une métaphore conceptuelle, ce ne sont pas des exemples de métaphores conceptuelles, ce sont des exemples de réalisation linguistique de métaphores conceptuelles. Donc, voilà, il faut bien quand même avoir cette distinction en tête. Alors, première métaphore, donc, les attributs sont des possessions. Donc, les attributs ou les prédicats, si vous voulez, les propriétés, sont des possessions. Donc, la motivation, c'est l'idée qu'il y a une corrélation entre le point de référence, entre les relations en tant que point de référence cognitif et les relations physiques qui sont associées avec la possession. Et puis une tendance à catégoriser les personnes en fonction des objets qu'ils possèdent. Alors par exemple, premier exemple, she's got a loud voice that really carries. Donc elle a une voix forte. Bon, elle a une voix. C'est ça l'idée de... Alors, évidemment, j'insiste un tout petit peu parce que dans certains cas, les métaphores conceptuelles sont tellement évidentes qu'on les voit à peine. Et d'ailleurs, c'est pas toujours facile lorsque vous prenez un texte au hasard et que vous vous dites bon, je vais essayer de détecter toutes les métaphores conceptuelles qui sont dans ce texte. On a toujours peur d'en oublier parce que certaines sont assez difficiles à voir. Mais la voix, la personne dont on parle, elle a cette propriété d'avoir une voix loud, donc je sais pas, on peut dire forte, d'accord, une voix qui porte, oui, puissante, oui, mais c'est une propriété de cette personne qu'elle a une voix comme ça. Donc là, on est bien dans la notion d'attribut, c'est ça qu'on entend par attribut, une propriété. Mais cette propriété, elle ne l'a pas au sens d'une possession. Ma voix, je ne l'ai pas comme j'ai, je sais pas, un porte-monnaie dans ma poche. Bon, d'accord ? Donc il y a bien une métaphore conceptuelle là-dessous. Un attribut, comme la voix, est vu comme une possession. Là, c'est pour un humain. Et puis là, vous voyez, cette peinture, ce tableau, a une forte personnalité. C'est la même chose. Le verbe avoir est utilisé ici.
si on prend le verbe avoir, alors, mais évidemment c'est tout un problème d'analyse linguistique là, hein. Si on prend le verbe avoir comme ayant un sens de base de possession, ici on a quelque chose comme une propriété du tableau dont il est question, et de nouveau, ce n'est pas le tableau qui possède quelque chose. Mais vous voyez que cette analyse présuppose quand même qu'on considère que toutes ces phrases s'interprètent à partir d'un sens de base concret de avoir. Avoir, c'est posséder. Alors évidemment, il y a d'autres types d'analyses en linguistique fondées sur la notion soit de grammaticalisation, soit de subduction en linguistique guillaumienne, qui partent de l'idée qu'en effet, à partir du sens de posséder, on a des sens, posséder étant le sens lexical du verbe avoir, on a des sens beaucoup moins lexicaux du verbe avoir. Par exemple, avoir au sens d'auxiliaire, enfin, employé comme un auxiliaire, voilà, est complètement grammaticalisé. D'accord ? Mais il y a quand même, dans son emploi, il y a un emploi lexical du verbe avoir. De même, être, hein, être au sens d'exister, d'accord ? Être, c'est exister, dans je pense donc je suis, mais vous avez des sens grammaticalisés de être, hein, qui sont les emplois, par exemple aussi comme auxiliaire, mais comme auxiliaire de passif, etc. Bon, et tout ça marche pour toutes sortes de verbes. Hein. Pour aller, par exemple, aller, ça a un sens de déplacement, mais quand vous l'utilisez pour un futur progressif, je vais partir, bon, le sens de aller est évidemment désémantisé, hein, grammaticalisé, si on veut. Bon. Donc là, il y a, comme de toute façon, en linguistique cognitive, il n'y a pas ce clivage entre le lexical et le grammatical, puisque dans tous les cas, on a affaire à du conceptuel, hein, d'une certaine façon. Eh bien, on n'utilise pas cette notion de lexical et de grammatical, mais elle existe quand même, mais bon, on ne l'utilise pas dans l'analyse. On part de l'idée qu'il y a conceptuellement une relation, disons, abstraite, comme la possession, qui est exprimée à l'aide d'une métaphore conceptuelle qui relie les attributs aux possessions. Deuxième exemple, ce qui est essentiel est interne, est au cœur des choses. Hein. Donc, la motivation de cette métaphore, c'est la corrélation entre les caractéristiques internes des objets et leurs propriétés essentielles. Par exemple, l'intérieur qui est dur d'une pierre opposé à sa couleur. Hein. Donc, dans une pierre, il y aurait le cœur de la pierre qui est très dur et puis l'extérieur qui est... Bon. Donc l'interne et l'externe. Alors, par exemple, it's what's on the inside of a person that counts. C'est ce qui est à l'intérieur d'une personne qui compte. Bon, voilà, la phrase signifie directement que ce qui est essentiel, c'est à l'intérieur. Bon, je ne sais pas si on peut vraiment parler de métaphore conceptuelle, si, puisque la inside of a person, c'est à l'intérieur d'eux, c'est évidemment pas dans la personne. Hein. Elle a seulement un charme de surface. Bien, donc là, on voit bien que l'utilisation de surface superficielle pour désigner des choses qui ne sont pas importantes, par opposition à centrale, etc., pour dire ce qui est important, le problème central, etc., etc. Hein. On voit bien, là il y a une corrélation très nette, enfin je veux dire un lien entre l'idée que ce qui est physiquement interne dans une chose est associé à l'idée que c'est le plus important, et puis ce qui est extérieur, l'apparence, est le moins important. Troisième métaphore, le degré avec lequel un attribut est défini, le degré avec lequel un attribut définit une entité, c'est la profondeur. Donc là, mais bon, c'est en relation quand même avec, vous vous souvenez, il y a ensuite plus loin un classement de métaphores primaires qui sont les métaphores de degré. Ça rejoint quand même cette notion de degré, mais bon, peu importe. Il la présente comme étant un corollaire de l'essentiel est interne, donc c'est normal, mais là, c'est la notion de degré. Hein. Donc quelque chose qui est profondément... the scaling system is deeply flawed, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait dire, complètement cassé, quoi, enfin complètement dysfonctionnel. Hein. Bon, deeply,
voilà, profondément, c'est la même métaphore conceptuelle en français, hein, la notion de profondeur, qui est une notion physique, est utilisée très couramment comme une notion de degré pour un attribut. Je ne sais pas, on peut parler d'un livre qui est profondément ennuyeux. Voilà. Bon, donc c'est l'intensité d'un attribut. La nature d'une entité est sa forme. Alors ça, j'étais assez surpris par cet exemple. Donc c'est la motivation, c'est la tendance à former des inférences sur des objets à partir de leur forme. Hein. Il y a une corrélation entre la forme de l'objet et le comportement de cet objet, enfin ce qu'on peut en faire, etc. Alors l'exemple qui est donné, c'est la démocratie prend différentes formes dans différents pays. Alors là aussi, c'est typiquement un genre d'exemple où on ne la verrait pas, la métaphore conceptuelle, que la démocratie a différentes formes. Là, c'est vraiment une métaphore conceptuelle inscrite dans le lexique. Hein. Et même, je ne sais plus s'il donne cet exemple ici ou ailleurs, il y a être en forme. Là aussi, c'est une métaphore conceptuelle en réalité. Hein. Donc à partir de la notion physique de forme. D'accord ? Et là, parler de la forme de quelque chose de non physique, la forme de la démocratie, la forme d'un cours, la forme d'une théorie, je ne sais pas, tout ce qu'on veut, c'est toujours une façon physique de parler de choses non physiques. Hein. Donc c'est encore une métaphore conceptuelle. La condition est la forme. Ah oui, c'est là, être en forme. Hein. Donc c'est l'idée ici. Vous voyez, le comité est en bonne... est en bonne forme, est en assez bonne forme cette année. Je ne suis pas très en forme ces jours. Donc là, c'est la corrélation entre la condition d'un objet et son intégrité physique apparente qui inclut sa forme. Donc, être en forme, c'est vrai que quand vous regardez dans le TLFI, c'est dans l'article forme qui désigne la forme d'un objet à l'origine. Hein. Donc on a vraiment là une extension analogique, qui correspond à une métaphore conceptuelle. Ce qui est certain est ferme. Donc firm, c'est comme ferme en français, hein, ferme mais au sens physique. Donc la corrélation, hein, elle est exprimée là d'une manière, ferme, stable, je ne sais pas comment on pourrait dire pour traduction de firm. Donc là, la motivation est exprimée d'une manière négative. Hein, l'incertitude est liée à quelque chose qui n'est pas très ferme. Hein, c'est-à-dire liée au fait que des formes ou des localisations d'objets sont un peu flottantes, quoi, disons. Alors, deux exemples. Les plans pour ce voyage ont finalement été confirmés. Hein, oui, d'ailleurs, en français, confirmé, il y a une origine étymologique qui renvoie à ferme. Next year's budget is fairly solid at this point. Donc là, c'est exprimé avec l'adjectif solide. Donc quelque chose qui est solide et certain. Hein. Solide, ferme, renvoie à l'idée de certitude. Les constituants sont des contenus. Alors là aussi, c'est quelque chose à quoi on ne pense pas forcément. Hein. Quand on dit « il y a 7 jours dans la semaine », la semaine, c'est pas... Enfin, je veux dire, on peut la voir, la conceptualiser, en effet, c'est ce qu'on fait, hein, comme un ensemble de jours, et puis dans cet ensemble, il y a plusieurs jours. D'accord ? Mais c'est une conceptualisation. Hein. Un jour, c'est pas dans une semaine. Ça constitue. C'est une partie intégrante de la semaine, mais c'est pas dedans. Le fait de le percevoir comme intérieur à la semaine, qu'un jour soit à l'intérieur de la semaine, ou que des chapitres sont à l'intérieur d'un livre, c'est également une métaphore conceptuelle, parce que
quelque chose soit contenu dans autre chose, ça c'est une relation physique. Mais un livre, c'est pas une boîte qui contient des choses qui sont des chapitres. Il est constitué par les chapitres. D'où l'idée que les constituants, le fait de voir des constituants comme des contenus, c'est bien une métaphore conceptuelle. Mais là aussi, une métaphore conceptuelle pas si évidente à percevoir comme telle. Bon, je vais peut-être aller plus vite pour les suivantes. L'organisation, c'est de la structure physique. Alors, par exemple, avec quelle partie de la théorie vous ne seriez pas d'accord? Vous voyez, là, on voit la théorie qui est une chose organisée mais abstraite, comme étant une structure physique qui a différentes parties. Alors, on va peut-être pas toutes les commenter. Il y en a, il y en a encore, il y en a beaucoup. Vous voyez, la fonctionnalité, c'est alors erectness, je vois pas bien comment le traduire en français, à part par érection, mais érection dans un sens purement physique, enfin physique, je veux dire au sens matériel. Là, on pourrait trouver toutes sortes de motivations pour cette métaphore conceptuelle, mais passons. Donc, that record still stands. Donc, vous voyez, le fait d'être debout, mais on avait déjà vu ces métaphores dans les métaphores d'orientation. L'idée que être debout, être dressé, c'est être viable, en bonne santé, etc. L'assistance, c'est un support physique. Voilà, la notion même, le terme de support, support en anglais, parce qu'évidemment on utilise beaucoup l'anglicisme en français, mais c'est aussi l'idée à l'origine d'un support physique qui va servir ensuite de support au plan non physique. La relation physique, l'interrelation, c'est une connexion physique. Alors, par exemple, là j'ai traduit parce que c'est peut-être pas si évident à traduire. L'émigration a menacé de déchirer le tissu de cette petite société. Donc là, ici, il y a une connexion physique qui exprime la notion de tissu qui est déchirée, donc défait. Là, avec le même verbe, le président a réussi à tisser toute une coalition. Donc là, il y a bien l'idée, quand on tisse les choses ensemble, il y a une connexion physique qui s'établit et qui est interprétée, donc qui sert de base, de source à une métaphore sur la relation. Les catégories correspondent à des régions spatiales, sont liées par des régions spatiales. Alors, oui, ils sont conçus comme des régions spatiales. Est-ce que les tomates sont dans la catégorie des fruits ou des légumes? Bon, c'est un peu le même genre de problème que précédemment. Ici, c'est intéressant, ça, la similarité, c'est de la proximité. Vous voyez, son style de chant est à des lieues du mien. Donc la grande différence est vue comme une grande distance, et la proximité, là, ces entreprises ne sont pas tout à fait les mêmes, mais elles sont proches. Donc, pas tout à fait les mêmes, mais proches. C'est l'idée que être proche, c'est être pareil. Là, si, c'est une métaphore conceptuelle extrêmement importante. Bon, on est presque au bout. La similarité, c'est un alignement. Par exemple, dire qu'il y a des parallèles entre des romans. Donc, ils sont similaires, ils sont parallèles. L'existence, c'est le fait d'être ici. Donc, quelque chose qui n'existe plus. Vous voyez, par exemple, Bridges, ici, Argonne. Bon, ils sont partis, donc ils ne sont plus là, donc ils n'existent plus. Donc là, c'est l'idée que ce qui existait là et ce qui n'existe plus est parti. L'existence, c'est la visibilité. Voilà, donc quand on dit que quelque chose apparaît ou disparaît, la musique rap apparue
les premières musiques rap apparurent dans la fin des années 70. Donc, quand on parle d'un mouvement, de quelque chose qui apparaît, ça veut dire que ça commence à exister. Une situation est un lieu, bon, ça c'est assez évident, hein, il est dans une bonne position à son travail. Et puis la dernière, ce qui est important et central, mais ça rejoint beaucoup tout à l'heure, l'essentiel est interne. Hein. Ce qui est important et central, franchement, là je ne vois pas pourquoi il a proposé deux métaphores distinctes. Ah oui, d'ailleurs, il renvoie à essential is internal. Donc là, vous voyez, il y a un certain nombre de métaphores conceptuelles qui sont, enfin de métaphores primaires qui sont développées ici, qui sont donc qu'on pourrait regrouper, hein, on pourrait en retirer un peu moins. Et puis il y a une dernière, pardon, j'oubliais, les rôles contextuels sont des lieux. Donc, vous voyez, dire à la place de, hein, c'est transformer un rôle conceptuel dans un lieu. Alors, ce que je vais faire après vous avoir montré, après avoir illustré rapidement les autres types de métaphores primaires, c'est vous attirer votre attention sur les sources. La visibilité, le lieu, l'alignement. Parce que, au fond, vous allez voir que dans les... Vous voyez, si on veut regarder un petit peu depuis le début, quelles sont les expériences, enfin, ou les notions, les concepts de base qui nous servent comme source pour avoir ces métaphores primaires. Bon, ben, il suffit de regarder la source à chaque fois. Hein. L'idée de possession, l'idée d'interne, l'idée de profondeur, l'idée de forme, le concept à nouveau de forme, quelque chose qui est solide, ferme, etc. Le rapport entre contenant et contenu, la structure physique en général, la rectitude, si on veut, la connexion physique, la région spatiale, etc., etc. La visibilité, tout ça. Et à la fin, je vous proposerai une synthèse qui relève l'ensemble de toutes les sources qui sont observables à partir, enfin qui sont énumérées finalement par Grady, pour avoir une sorte d'idée un peu complète du champ, enfin de l'amplitude de nos sources de métaphores conceptuelles qui vont donc, comme je le disais un peu tout à l'heure, dessiner l'ensemble des scènes primaires de l'être humain dans une culture donnée. Hein. Qu'est-ce qui compte? Quelle est la base de toutes les autres expériences pour l'être humain? Alors, avant de faire cela, j'illustre les trois autres catégories de métaphores primaires. Donc, il y a la notion de quantité et de degré. Donc, je répète, hein, là, ce sont simplement des exemples. Hein, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, l'idée que la quantité, qui est une chose abstraite, hein, la quantité, est la dimension ou le volume. Hein, il y en a une autre plus loin qui est le volume. Enfin, c'est-à-dire la dimension ou le volume. La quantité et le volume. Ça correspond, si vous voulez, à ce qu'on avait vu précédemment, hein, le more is up. Hein, s'il y a plus de quantité, s'il y a plus de volume, de taille, eh bien, il y a plus de quantité. Bon, la quantité est aussi une élévation verticale. Alors ça, c'est vraiment typiquement l'exemple du verre dans lequel on met de l'eau et on voit que ça monte quand il y a plus de quantité. Et puis, le degré, c'est la distance sur un chemin, sur un parcours. Hein. He's far more intelligent than he looks. Donc, beaucoup plus, qui est exprimé ici, mais là, ça ne marche pas en français, hein, avec far en anglais. Mais en français, ça... Enfin, je veux dire, l'anglais a aussi la possibilité de dire much, hein, much more. Mais en français, on n'a pas de métaphore conceptuelle équivalente pour dire que plus, c'est plus loin. Hein. Je ne sais pas, en allemand, il y a l'équivalent, non? Oui? Et ce serait quoi?
Oui, d'accord. Alors, ensuite, on a un troisième type, temps, action et structure d'événements. Alors ici, il y a l'idée que le changement, c'est un mouvement. Hein. Un mouvement, donc l'exemple, c'est ma voiture va de mal en pire ces derniers temps, va de mal en pire. Hein. Donc c'est l'idée d'aller. Mais je ferai la même remarque. Hein, tout à l'heure, je vous ai parlé du verbe, des auxiliaires, être, avoir, mais aller, c'est la même chose. Il y a quand même cette idée qu'on a un sens de base concret qui est de déplacement et qui va servir ensuite par une sorte de grammaticalisation, enfin, de verbe qui signifie autre chose. Mais c'est une chose de parler du phénomène de grammaticalisation en général, et puis c'en est une autre que de regarder de près quelles sont les sources concrètes qui vont ensuite servir à la grammaticalisation. Bon, les états sont des lieux. Achever un but, c'est arriver à destination. Vous voyez, du coup, là, la métaphore conceptuelle de l'amour est un voyage, eh bien, elle arrive comme un cas particulier de cette métaphore primaire. Hein. Donc vous voyez que ça conduit à voir les métaphores structurales différemment, parce qu'elles ne sont plus indépendantes comme une sous-catégorie, mais elles sont dérivées sur des métaphores primaires. Hein, donc cette analyse des métaphores primaires remet quand même en question le classement de Lakoff. Quatrième et avant-dernière, oui, il y en a 5, pas 4 comme je disais tout à l'heure, la dimension des affects, de l'évaluation des relations sociales, bon, qui rejoint un peu des choses qu'on a déjà vues. L'importance, c'est la taille ou le volume. Hein. Nous avons un grand test de main, un énorme test de main, donc un test très important. Donc ce qui est très important, c'est énorme. Bon, bah, oui, ça, dans beaucoup de langues, c'est le cas. Hein. Je veux dire, en français, j'ai un énorme problème. Bon, ça veut dire très important. En allemand, c'est la même chose, je suppose. Est-ce qu'en chinois, on a l'équivalent, que quelque chose de très important est exprimé avec un mot qui signifie gros. Par exemple, dire j'ai un gros problème, j'ai un énorme problème. Ah oui, d'accord, un problème plus grand que le ciel. Bon. D'accord. On a un peu la même, enfin, je veux dire, même si l'expression linguistique est différente, la métaphore conceptuelle de base est la même. Bon, même chose avec le poids. Hein. La difficulté est vue comme quelque chose qui est dur. Et ça, même le mot dur en français vient de là. Là, on a quelque chose qui est vraiment inscrit dans le lexique. Et puis en anglais, on a hard, qui est la même chose. Hein. Les difficultés sont des opposants. Bon. Et la dernière partie, la dernière rubrique de métaphores primaires, ce sont les métaphores qui relèvent de la pensée et de la conscience, là qui sont très importantes dans la culture occidentale. Voir ou connaître, connaître ou comprendre, c'est voir. Hein. Alors là, ça c'est très important même. Enfin, je veux dire, on trouve ça chez Platon. Enfin, c'est vraiment l'idée que la connaissance est liée à la vision. Ça a imprégné notre culture depuis très très longtemps. Hein. Bon, donc en français, donc en anglais, on dit I see what you mean, mais en français, on va dire je vois ce que tu veux dire, etc. En chinois, on a aussi le même genre de choses. Je vois ce que tu veux dire. Voir pour dire comprendre. Est-ce que vous voyez quelles seraient des métaphores assez usuelles pour dire comprendre, qui signifie comprendre? Il y a une expression qui dit «眼见为实», c'est-à-dire quand on voit, on doit le croire, si on ne voit pas, on ne le croit pas. Ah oui, je vois ce que je crois. Enfin oui, je ne crois que ce que je vois. Ouais.
c'est pas tout à fait la même idée quand même. Non, alors on n'aurait pas l'équivalent en chinois apparemment. En mandarin, enfin, ou dans d'autres... Bon, passons. Mais si ça ne vous vient pas à l'esprit, c'est que manifestement, c'est pas si courant. Alors que dans des langues européennes, c'est extrêmement courant. Vous voyez, mais là, je pense qu'il y a vraiment une sorte de bifurcation culturelle très importante. Hein. Le rapport à la vision, à la vue, est dans les pays occidentaux absolument majeur. Hein. Il y a un privilège de la vue. Bien, ce qui est perceptible est dehors. Alors, c'est quoi ça? Fait apparaître, oui, voilà. Ce qui se perçoit est à l'extérieur. Hein. Par exemple, that sweater brings out the blue in your eyes. Donc, ce pull met en valeur le bleu de tes yeux. Donc, fait apparaître, brings out. Hein. Donc, il y a l'idée que l'idée que ce qui est mis à l'extérieur est perceptible. Bien. Alors, maintenant, regardons. Donc, j'ai fait là, cette fois-ci, j'ai pris l'ensemble des métaphores conceptuelles, enfin des métaphores primaires qui sont dans le texte de Grady en annexe. Et ça donne ça. Si on prend toutes les sources qu'il utilise, hein, toutes les sources. Alors, c'est assez... Bon, il y a deux endroits où j'ai mis des points d'interrogation pour diverses raisons. Mais ce qui saute aux yeux, d'abord, c'est qu'il y a un privilège gigantesque et extrêmement visible de tout ce qui concerne les propriétés matérielles, physiques, spatiales. Vous voyez, toutes les propriétés spatiales, lieu, position, orientation, région de l'espace, interne, externe, en dehors, en dedans, la proximité, l'alignement, être ici, être au-dessus, en haut, en avant, du même côté, le bon endroit. Tout ça, ça sert de métaphore conceptuelle. Les propriétés d'objets comme la profondeur, la forme, le rapport contenu-contenant, la structure physique, l'erectness, la taille, le volume, la masse, le poids, la dureté, le fait qu'un objet soit droit, les côtés d'un objet. Donc tout ça c'est plutôt statique, mais ce sont des propriétés physiques ou spatiales. Et puis il y a des propriétés dynamiques, hein, le mouvement, la destination, la connexion physique, je l'ai mise dans le dynamique, la distance, etc., etc. Donc vous voyez que vous avez un privilège très important des propriétés spatiales, et il n'y a pas ici de propriétés temporelles, par exemple. Quand même assez frappant de constater que, au fond, bon, on l'a déjà dit plusieurs fois dans ce cours, hein, qu'on conceptualise le temps à partir de l'espace, mais le temps pourrait apparaître comme quand même aussi quelque chose comme une expérience primordiale. Mais le temps ne semble jamais être la source de métaphores conceptuelles. Le temps signifie le temps, point. Et je ne vois pas... Alors, comment on exprime dans les langues les relations temporelles? Avant, après... oui, déjà, avant, après, ça a beaucoup de liens avec devant, derrière. Hein, enfin, bon, ça dépend, mais bon, en tout cas, avant, après, en même temps, etc. Est-ce que ce genre de préposition est susceptible d'être utilisé comme source pour conceptualiser quelque chose d'abstrait? J'ai pas l'impression. Hein. Donc, non seulement on conceptualise. Il y a un privilège de l'espace sur le temps, mais le temps ne sert même pas à conceptualiser. Certes, les relations temporelles sont des relations de base, hein, ne sont pas métaphoriques. D'accord ? Là, on ne donne pas on ne donne pas la liste de tous les concepts non métaphoriques. Il y a plein de concepts non métaphoriques qui ne sont pas dans cette liste. Simplement, on donne ici la liste des concepts non métaphoriques qui produisent des métaphores conceptuelles. D'accord ? Donc le temps, il n'est pas dans cette liste, parce qu'il est une métaphore, il est un concept non métaphorique, mais il ne sert pas de source à des métaphores conceptuelles. Bon. Alors ensuite, on peut voir qu'on a un certain nombre de propriétés sensorielles. Alors,
donc le toucher, hein, on a vu tout à l'heure la fermeté, la douceur physique servent à... même la douceur physique sert à parler de douceur morale, etc. La vue, on l'a vu tout à l'heure, hein, clair-obscur pour ce qui est un raisonnement qui est clair, un raisonnement qui est obscur. Ça, c'est très facile de voir quelles sont les métaphores conceptuelles que cette opposition permet de construire. Le goût, le fait d'avoir du goût au sens gustatif, hein, sert évidemment de métaphore pour le goût au sens esthétique et dans toutes sortes de sens. L'olfaction, quelque chose qui sent bon, qui sent mauvais, au sens de l'olfaction, ça sert très souvent à métaphoriser des choses. La situation, ça sent mauvais, ça veut dire c'est mal parti, etc. Et alors, ce qui est frappant, c'est qu'on remarque qu'il n'y a pas le oui dans la liste de Grady. Alors que, en français, en tout cas, il y a un exemple majeur qui est entendre. Je veux dire, est-ce que tu entends ce que je veux dire? Entendre qui veut dire comprendre. Alors, certes, et comprendre d'ailleurs, c'est aussi une métaphore conceptuelle à l'origine, c'est prendre, c'est grasp, c'est comprendere, c'est l'idée de prendre. Donc, il y a, d'ailleurs, ça, c'est un sujet extrêmement intéressant. Il y a des années, j'avais fait déjà un colloque là-dessus, sur quelles sont les métaphores conceptuelles du comprendre, selon les cultures, les civilisations. C'est important de savoir comment une culture conçoit sa compréhension. Ce qu'est comprendre pour un être humain. Qu'est-ce que c'est que comprendre? En français, on est passé de quelque chose du latin intendere, qui était quand même la métaphore dominante, qui est quand même être tendu vers. C'est-à-dire, il y a une idée de compréhension où on essaie de s'ouvrir vers quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais quand vous passez à la métaphore conceptuelle véhiculée par comprendre, qui est de l'ordre de la maîtrise, on prend, on prend ensemble quand on comprend. On voit bien qu'il y a une inflexion dans ce que signifie l'acte même de comprendre quelque chose. Autrement dit, il y a un comprendre qui est de l'ordre de l'écoute, et il y a un comprendre qui est de l'ordre de la maîtrise. C'est pas la même chose, c'est pas le même comprendre. Bien, mais enfin, c'est un sujet très vaste que je ne peux pas traiter entièrement. Simplement, je le signale parce que on aurait fait cette étude sur le français, il y aurait eu l'ouïe, là, obligatoirement. Mais vous voyez, curieusement, pas avec l'anglais. Alors, c'est vrai que j'ai vérifié un peu, mais hear, le verbe to hear, ne sert pas, ne signifie jamais en anglais comprendre. Si? Vous diriez que oui? Parce que, en tout cas, dans les dictionnaires, dans le Robert et Collins, ça n'apparaît pas. Pardon? Par exemple, si I hear you, dans le oui. J'entends l'argument. Oui, d'accord, d'accord. Oui, j'entends ton argument au sens de je le comprends. D'accord. Et de savoir aussi? Au sens de j'ai entendu parler quand même, non? Oui, mais, comme sens de base, mais ça veut dire après? Ça, peut-être que je l'ai lu. D'accord. Bon, alors très bien. Admettons que ce soit, je vous fais confiance. Moi, j'ai regardé très rapidement comme ça sur la version électronique du Robert et Collins. J'ai pas trouvé d'exemple qui disait cela, mais il n'empêche que Grady ne l'a pas mis. Oui. Ah oui, alors j'ai regardé trop vite. Donc avec quel genre d'exemple? She's no longer ill, well, and is becoming deaf. Ils disent que c'est pour entendre aussi dans le sens percevoir une information, dans le sens où une colère, elle n'entend plus, elle ne perçoit plus, donc elle devient sourde. Ah oui, mais c'est pas tout à fait comprendre, là, percevoir. Mais percevoir. Là, c'est plutôt une extension de sens, c'est-à-dire de entendre visuellement à percevoir. Je sais pas, mais enfin bon, il faudrait regarder ça de près. Là, on fait ça un peu approximativement, mais ça mériterait d'être examiné. Vous voyez, ça pourrait aussi être un travail intéressant de voir, dans différentes langues, si la métaphore, si l'ouïe sert de métaphore conceptuelle, sert à construire des métaphores primaires pour parler d'autre chose. Bon, et puis ensuite, vous avez quelques actions humaines qui ont l'air d'être... Vous voyez, toutes ces actions humaines, posséder, désirer. Alors, désirer, ça pose un problème parce que, par ailleurs,
il donne des exemples de la faim comme étant, comme servant de métaphore, enfin comme servant de source pour le désir. Hein. La faim la faim F-A-I-M, avoir faim de quelque chose, c'est avoir le désir de quelque chose. Donc, c'est un peu curieux qu'ils mettent à un endroit le désir comme étant une source de métaphore conceptuelle, parce que là, du coup, c'est pas primaire. Bon. Ça pose un petit problème. Mais enfin, vivre, mourir, être en bonne santé, dormir, s'éveiller. Vous voyez, donc là, on a quand même une liste de. Si on part de, enfin, je veux dire, on peut quand même se dire que par rapport à toutes à tous les concepts non métaphoriques qui ne servent pas de source pour des métaphores conceptuelles, eh bien, ces concepts non métaphoriques devraient avoir quelque chose comme une importance plus grande, un privilège dans la culture dont il est question, puisqu'ils sont utilisés pour parler de beaucoup d'autres choses. Donc ils sont très présents d'une certaine façon, hein, plus que d'autres, curieusement. Bon, ça, c'est pas une question qui est examinée directement dans la thèse de Grady, mais je pense que c'est quand même la question la plus fondamentale à laquelle sa réflexion touche. Et là, bon, on est dans un cours, hein, on n'est pas dans un séminaire de recherche, mais il faudrait aller un peu plus loin pour essayer de voir est-ce qu'il y a vraiment une sorte de privilège de ces concepts-là par rapport à d'autres, dans la mesure où ils sont la source possible de métaphores conceptuelles. Tandis que d'autres ne sont pas des sources possibles de métaphores conceptuelles. Oui. Il y a également le sens, un sens plus subjectif, qui serait peut-être intéressant à étudier. J'entends que ce travail soit fait. Ah oui. Au sens de je veux que ce travail soit oui. fait. Donc voir comment on pourrait... Exactement. Non, là, vous prenez, tout à fait, vous prenez le problème dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on va voir l'ensemble de tout ce que peut supporter entendre comme problème. Moi, je partais de la compréhension et de quelles sont les métaphores conceptuelles possibles de la compréhension, donc comprendre, entendre, et puis il y en a d'autres. Hein, en anglais, understand, donc là il y a quand même l'idée de quelque chose qui est dessous et qui supporte, etc., qui est un peu proche de l'allemand verstehen, mais en allemand on a aussi begreifen, hein, pour saisir. Bon, mais ça c'est un très beau sujet, peut-être on en reparlera un jour, mais sur les métaphores conceptuelles du comprendre. Oui. C'est sur le sujet d'entendre. Ouais. Il y a le son. Ça c'est aussi une métaphore. Le son. Deaf to my wishes. Okay. Ah oui, sourd, être sourd à. Ah oui, très bien, oui, c'est vrai. Être sourd à des arguments, par exemple. On le dit aussi en français. Ouais, d'accord. Oui, donc là, vous voyez, c'est bon. Je vous l'ai dit, la méthode de Grady, elle est très empirique. Hein. Il ne prétend pas avoir exploré l'ensemble. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut s'y mettre. Et il faut se dire, on veut obtenir l'ensemble de tous les concepts non métaphoriques. Tous. Mais bon, voilà, on n'a pas encore trouvé une méthode parfaite pour y arriver. Mais je pense qu'au bout d'un moment... avec des systèmes de recherche assez collectifs, on peut arriver à dire, voilà, tiens, j'en ai trouvé un, non, il est déjà dans la liste, et puis à la fin, la liste, elle est close, quoi. Même si on n'a pas une sorte de méthode hyper logique pour y arriver, parce que je ne vois pas comment, même avec des moyens informatiques, on pourrait trouver des choses comme ça. Parce que là, je veux dire, on échappe totalement au talent, si j'ose dire, aux possibilités informatiques. Hein. Je veux dire, on ne peut pas détecter informatiquement des choses comme ça. Voilà, eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention. Et puis donc, je vous rappelle, la semaine prochaine, on fait une parenthèse sur la morphologie, enfin une parenthèse, mais qui reste entièrement dans le sujet. Voilà.